Et nous sommes toujours en direct du château des Ducs de Bretagne, un château qui est dans le vent ce soir, un château branché, pour vous présenter la nouvelle version du château, nouvelle scénographie, nouvelle salle et nouveaux objets. Et je suis avec deux invités. Bonsoir Bertrand Guillet, vous êtes le directeur du château des Ducs de Bretagne. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, Lydia Labalette, chargée de projet au musée d'histoire de Nantes, qui a repensé notamment tous les outils de médiation que vous allez pouvoir découvrir à partir de demain dans ce nouveau musée. Avant de démarrer, le musée a une nouvelle version. C'est aussi parce que le musée a rempli ses objectifs en termes de visiteurs. Ça fait 10 ans qu'il est ouvert, depuis 2007. Et le chiffre a été atteint, le chiffre de 200 000 visiteurs. Et même vous êtes allé au-delà. C'est ce qui vous donne aussi confiance en l'avenir et en cette V2, cette version 2. Oui, tout à fait. Quand on a inauguré en 2007, notre objectif, c'est 150 000 visiteurs en intérieur et à peu près 500 000 sur le site. Aujourd'hui, nous sommes à 1,3 million, 1,4 million sur le site et l'année dernière, 240 000. Il y a 2 ans, avec l'Expo Samouraï qui avait énormément marché, on a même été jusqu'à 320 000 visiteurs. Donc évidemment, on a senti qu'on était en train de passer un palier et qu'il fallait accompagner ce passage avec une nouvelle version qui est aujourd'hui cette version 2 que nous inaugurons ce soir. Le musée, il a trouvé son public et son public aussi nantais. Il a trouvé un attachement particulier, les Nantais. Ça n'a pas toujours été le cas. Les Nantais, comme ils ont tourné le dos à la Loire, ils ont aussi tourné le dos à leur château pendant un moment. Mais là, ils se le sont réappropriés. Ah oui, c'est tout à fait ça. On a vraiment une spécificité ici sur le monument, c'est que plus de 50% de notre visitorat, ce sont les locaux. Ce sont bien les Nantais ou les gens de la Loire-Atlantique, et évidemment de la métropole, qui se sentent concernés par ce qu'on raconte ici, et puis aussi par la dimension symbolique du monument. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, moi je me souviens très bien parce que je suis arrivé déjà il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, on disait même, bon, ça sert à rien d'aller au château, il n'y a pas grand-chose à voir. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, il faut venir au château et on a des Nantais qui viennent vraiment s'approprier une histoire et nous dire c'est notre histoire ici. C'est notre château aussi, oui. Ce qui en fait une place publique au-delà du musée, aussi des visites qu'on peut faire au-delà des expositions. On y vient régulièrement, on s'y balade, c'est un endroit à part entière dans la ville de Nantes. Ce qui était au cœur de notre projet, c'était de le rendre public et de faire cette place, cette cour, une vraie place, justement. Et l'objectif est atteint. On a aujourd'hui une fréquentation dans la cour et puis surtout, on a des pratiques de convivialité. Les gens viennent lire, ils viennent manger, ils viennent s'allonger dans les douves, ils viennent partager des expériences musicales, de spectacles, voir des expositions, respirer tout simplement le beau temps ici dans la cour du château. Alors les Nantais viennent déjà au château et ils vont y revenir aussi dans ce château grâce à cette nouvelle présentation, nouvelle médiation. Qu'est-ce que les Nantais vont pouvoir découvrir à partir de demain? De quelle façon ils vont être surpris parce qu'ils ne connaissaient pas déjà? Alors, je ne sais pas si c'était clair mon truc. Il y a plusieurs découvertes en fait. Il y a une découverte humaine, puisqu'ils vont avoir tout au long de leur parcours la possibilité d'échanger avec des médiateurs qui seront là pour leur expliquer ce qu'ils ont à voir, ce qu'ils ne comprennent pas bien, animer des petits moments, 10 minutes, un quart d'heure, autour d'une thématique, autour d'un objet, autour d'une œuvre. Donc il y a déjà ce rapport à l'humain et à l'échange qui va être très fort et qui va être vraiment un plus. Et puis il y a, on a mis en place en fait toute une visite à la carte. Donc, on sait bien qu'assez peu de gens ont envie de faire 32 salles du musée. C'est quand même un très gros musée, beaucoup d'objets, beaucoup de thématiques. Donc, on s'est dit, bon, pour la majorité, on peut plutôt leur proposer vraiment en fonction de leur temps, de leur envie. Est-ce qu'ils sont en famille? Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils ont envie d'un médiateur? Ou est-ce qu'ils ont envie plutôt de se le faire avec une petite visite libre, avec un document papier ou un audio guide, etc. Vous parlez du document papier, je l'ai, alors je le montre déjà en exclusivité mondiale. Voilà, c'est ce genre de document que les visiteurs auront pour faire leur visite. Justement, là, on a le parcours en famille. Exactement. En langue française. Oui. Et c'est aussi décliné en langue étrangère, évidemment. Oui. Donc, il y a le château d'Anne de Bretagne aussi, en guerre aussi pour les nouvelles salles. Donc voilà, des parcours personnalisés. Des parcours personnalisés, thématisés. Et puis surtout aussi, on a insisté sur l'entrée de la durée. J'ai envie juste de passer une demi-heure. C'est possible en une demi-heure de voir certaines salles et de prendre du plaisir à découvrir ces salles-là. Par contre, j'ai beaucoup plus de temps, eh bien, je vais me faire un parcours d'1h30, 2 heures. C'est possible aussi. Oui. Tout est possible. Et c'était vraiment là-dessus qu'on a insisté pour que chaque visiteur y trouve son compte
et envie de revenir évidemment, et envie de revenir avec des amis, avec ses enfants. Donc vraiment que le musée soit beaucoup plus abordable pour tous. Alors, il faut parler à ce moment-là d'un nouvel outil aussi qui existe maintenant depuis quelques années, mais qui est le pass qui existe à 10 €, hein, soyons très concrets, qui permet en fait d'avoir accès au château sur 12 mois, puisque c'est vrai que le château, comme vous l'avez dit, on ne va pas faire les 32 salles en une fois, on peut venir picorer. Et ça, c'est une formule qui aussi a trouvé son public. Hein. Oui, oui, c'est une formule qu'on a mis en place il y a un an, juste un an. Ce que nous voulions chercher, c'était cette proximité avec le visiteur et avec le Nantais. Le pass même, et le succès du pass nous montre qu'on a dépassé cet espoir, puisque même des étrangers achètent le pass. L'idée, c'est finalement d'être chez soi ici, hein. C'est de comprendre que le monument, on le visite quand on veut, les salles d'exposition, en fonction des thématiques et du temps, on vient quand on veut. On fait plusieurs expositions par an, donc on vient quand on veut. Et puis si on veut profiter de spectacles, on va avoir des réductions. Si on veut profiter aussi de ce que le voyage à Nantes durant la saison estivale propose, le pass permet aussi d'en disposer. C'est vraiment un outil de confort et de proximité entre justement l'habitant, le visiteur et l'institution. Vous avez parlé du voyage à Nantes, on va dire aussi un petit mot, puisque c'est vrai que derrière moi, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais il y a quand même un bateau. C'est assez étonnant dans la cour du château. Ça fait partie des œuvres qui sont programmées justement dans le cadre du voyage à Nantes. C'est une œuvre de l'artiste grec Kalliopi Lemos qui s'appelle Pledges en bon anglais. C'est un bateau turc en fait qui a transporté des migrants jusqu'aux îles grecques et qui va être recouvert progressivement d'offrandes, de tamata. Voilà, c'est un exemple aussi de ça, de la vie du château. Vous accueillez des œuvres du voyage à Nantes, vous accueillez aussi du hip-hop. Voilà, il se passe tout un tas de choses dans ce château pour qu'on y revienne. Oui, ce qui est important, c'est qu'on travaille ici vraiment pour tous les publics et pour les croisements des publics et sur toutes les formes d'art. Donc ici, vous avez de l'art contemporain. Effectivement, il y a un mois, on pouvait écouter du hip-hop. Dans 2-3 mois, on aura des œuvres numériques avec le festival Scopitone. Et cette importance justement de la présence contemporaine tout le temps, hein. On cherche toujours, quand on fait une exposition qui est plutôt une exposition d'histoire, on pose des questions un petit peu de fond qui nous permettent de voyager dans le temps, mais toujours essayer de trouver un ancrage et des échos contemporains. C'est évident que cette œuvre-ci de Kalliopi Lemos que nous proposons, qui est en écho avec l'exposition que nous allons inaugurer dans une semaine, icône, ça, fait référence aussi à une actualité extrêmement lourde. Et c'est ça aussi l'intérêt du musée d'histoire, c'est de donner à comprendre aux gens sur des faits contemporains que nous essayons d'illustrer justement par la création contemporaine pour avoir cette distance, ce recul nécessaire, mais qui est toujours en écho avec nos problématiques de fond du musée d'histoire. Alors il y a eu aussi du changement aux abords du château, je pense au miroir d'eau notamment, qui a aussi permis de mettre encore plus en valeur ce château. Comment vous le vivez alors, dans le château, cette nouvelle valorisation du monument? Est-ce que ça vous amène plus de monde encore ? Oui, pendant très longtemps, le château, au tout début de sa restauration, souffrait d'un problème qui était son environnement. C'est-à-dire et on l'a compris même quand on a travaillé ici l'accessibilité pour les handicapés, on avait développé beaucoup de choses et on s'est aperçu qu'on ne pouvait finalement pas accéder au château. Donc très vite, la ville et la métropole a compris que l'environnement autour du château, le fait de bien vivre autour du château, participait aussi à l'attraction, à l'attractivité générale. Et évidemment, le miroir d'eau est aussi inauguré il y a un an, pour nous, est fantastique, parce qu'on voit le public qui vient s'y promener. On voit le public qui rentre dans le site, qui monte sur les remparts, on en voit là actuellement, qui regarde aussi le miroir d'eau. Et on s'est interrogé justement sur ces questions de flux. Et aujourd'hui, on travaille sur une nouvelle ouverture sur le mur sud pour permettre finalement aux gens qui vont se promener sur le miroir d'eau demain de rentrer directement au château sans faire le grand tour. Sans faire le grand tour, par cette petite porte dont les gens ignorent que finalement c'était l'entrée royale du château et c'est par là que les rois de France rentraient. Ouais. Alors, la transition est toute trouvée avec, on parle du château et des choses qu'on ignore sur le château. Et justement, il y a une somme qui sort en même temps aussi que cette réouverture, cette V2 du château. Donc, vous avez apporté le livre, Le Château des Ducs de Bretagne, entre grandeur et renouveau. Ce sont 600 pages sur l'histoire du château, puisque on le connaît mal, ce château. Il n'y avait pas tellement d'écrits rassemblant aussi toute son histoire. Et là, voilà, ce travail est fait. Oui, vous l'avez bien dit, c'est vraiment la somme sur le monument. Moi, ce qui m'a toujours surpris ici au château, en y travaillant, c'est constater finalement qu'on ne savait rien sur ce monument. Régulièrement, on nous posait des questions, mais comment était le vieux château? Qui l'a vraiment construit?
comment a-t-il été construit, combien de temps ça a pris, où est-ce que vivait le duc, et Anne de Bretagne, elle est née où, elle dormait où, elle mangeait où. Et on répondait, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Et on a depuis 2 ans profité des travaux archéologiques qui ont eu lieu sur le site et puis fait travailler des historiens de l'art, des archéologues, des conservateurs, etc., etc. Et on a confronté toutes les hypothèses pour écrire évidemment ce très gros livre, 624 pages, qui répond à toutes les questions que justement on nous posait. Tous les visiteurs ont pu poser au cours de ces dernières années. Tout à fait. Et finalement, on constatait que ce château était, je l'écris dans la préface, un bel inconnu dont tout le monde reconnaissait évidemment sa grandeur, oui. Mais finalement on n'en savait pas grand-chose. L'histoire. Ouais. Évidemment, ça va être un peu compliqué de lire ces 600 pages quand on est en visite ici. D'un coup, oui, voilà, oui. tout d'un coup. Comment on donne accès aussi à ces connaissances-là aux visiteurs, peut-être du musée, puisque le musée est dans le château, donc l'histoire du château fait aussi écho à la visite. Comment on va rendre compte de ce qu'on apprend sur le château ? Alors, dans un premier temps, le plus simple, sans doute, c'est les visites avec les médiateurs, qui sont elles aussi thématisées. On en a parlé pour les parcours en autonomie, mais évidemment les visites guidées aussi. Vous avez des visites plutôt sur le château, plutôt sur le musée, plutôt sur la traite, plutôt sur les guerres, etc. Des visites en famille également. Donc tout ça avec des médiateurs. Et évidemment, les visites château sont réactualisées avec toutes ces nouvelles connaissances. Et le public va pouvoir apprendre toutes ces nouvelles informations, aussi bien dans les visites château pour adultes, je dirais, que dans les visites château pour enfants. Alors, c'est vrai que dans le musée, il y a aussi une maquette du château et il y a aussi une nouvelle innovation, non, ça se dit pas, une innovation, que sont des fiches objets à la loupe. C'est le cas aussi de la maquette du château. Et dans ces fiches-là, on va pouvoir justement répondre aussi à ces questions-là. Où est-ce qu'elle dormait, Anne de Bretagne C'est aussi ce genre de nouveaux outils qu'il y aura dans le musée. Alors ça, c'est des outils qui vont en effet pour les visiteurs qui n'auront pas pris de visite guidée, qui vont donc découvrir le musée par eux-mêmes, d'avoir des focus sur des œuvres ou des objets qui sont importants et qui sont souvent assez difficiles à comprendre par soi-même. Donc là, avec ces fiches d'œuvres, le visiteur comprend qui est le personnage sur le tableau, pourquoi il est dessiné ou peint comme ça. Vraiment, ce qu'il y avait dans la tête de l'artiste quand il a fait cette peinture ou ce dessin. Une maquette, par exemple, la maquette de l'usine Lu, où étaient préparés les petits beurres, où étaient préparées les boîtes en fer, etc. Donc, 18 objets comme ça, vraiment détaillés, pour que le visiteur comprenne ce qu'il aurait du mal à comprendre tout seul juste en regardant l'objet. Et attention, ce sont des fiches qu'on ne ramène pas chez soi. Exactement. Il faut plaisanter parce que c'est déjà arrivé aujourd'hui. Voilà, comme ça c'est fait. Il nous reste un peu moins de 2 minutes à présent. Je voulais dire un mot un peu aussi des visiteurs à l'international. Puisque vous l'avez dit, ce château il est bien ancré localement. 50% des visiteurs sont issus de l'agglomération et seulement 10% d'étrangers. C'est un petit peu plus important pendant l'été. Est-ce que vous faites aussi un focus particulier sur ces visiteurs étrangers pour qu'ils viennent découvrir l'histoire de Nantes et à travers l'histoire aussi du monde? Oui. Nous sommes un des rares musées à proposer plusieurs langues. Déjà, tous nos outils sont en 5 langues. On y présente même le breton, hein. C'est important. Quand le visiteur se promène, ce ne sont pas des étrangers, mais c'est une langue importante aussi qu'il faut citer ici. Quand on découvre les objets, les cartels sont en 3 langues. Les outils à télécharger sont aussi en 5 langues. On fait vraiment un effort, justement, parce que on travaille sur un concept qui est celui de l'accessibilité universelle. Et ça ne se limite pas à la langue française. Il faut qu'un étranger, quand il arrive ici, le confort qu'un Nantais ou qu'un Français trouve, lui, il faut qu'il le trouve aussi. Il ne faut pas qu'il soit en situation de rupture, hein, d'échec. Hein. Et c'est aussi important pour un étranger. Donc on travaille beaucoup. Ce qui fait que ce pourcentage de public étranger augmente tous les ans, régulièrement. Alors il augmente par rapport à ce qu'on fait, mais il augmente aussi évidemment par la politique touristique du voyage à Nantes, c'est évident. Évidemment, et ce sera aussi le grand rendez-vous à partir du 2 juillet, y compris au château avec des œuvres dans les douves et puis l'exposition Icône dont nous avons parlé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'imagine qu'avec ça vous aurez envie de venir découvrir ces nouvelles salles du château. C'est à partir de demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.